Très bien, bonjour. Oui, je suis pas en psychologie du développement et du coup, certainement que ça sera un angle qui manquera dans mon analyse. Donc, si quelqu'un veut compléter, avec plaisir. Moi, je vais vous parler des enfants et des adolescents, mais à la base, je suis pas de formation spécialisée sur les enfants et les adolescents. Je travaille sur les adultes et je me suis mise à m'intéresser à cette question-là parce que j'ai commencé à travailler sur l'exclusion sociale et que c'est un phénomène qui est très présent en fait chez les adolescents. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui. Il y aura peut-être un angle et donc, qui me manquera, mais des collègues dans la salle pourront peut-être m'aider. Alors, avant de commencer, je voudrais remercier l'ensemble des personnes avec qui je travaille, parce que parfois, à la fin, on n'a pas trop le temps. Donc, je réfléchis à ces questions avec toute l'équipe du consortium INSER, en fait, qui est une ANR, et puis d'autres personnes avec lesquelles on est en train de monter des projets sur les questions, justement, de l'exclusion sociale et des ados. J'aimerais bien me pencher un peu plus sur ça. Donc, les raisonnements que j'ai ici sont pas forcément que les miens, ils sont collectifs, évidemment. Alors, comme je l'avais mis dans mon résumé, en fait, l'exclusion sociale, je vais commencer par la définir d'un point de vue de comment nous, en psychologie et en psychologie sociale, on va la définir, parce que vous allez voir, je vais en dire un mot juste après. Dans la société, quand on pense à exclusion sociale, on pense à plein de choses, et c'est pas vraiment comme ça que nous, on le définit et qu'on l'étudie. Alors, vous pouvez le voir ici, en psychologie sociale, l'exclusion sociale, c'est le fait d'être mis à l'écart. Donc, ça peut être un individu qui est mis à l'écart par d'autres individus, mais ça peut être aussi un groupe d'individus qui va être mis à l'écart par d'autres groupes d'individus. Évidemment, ici, moi, pour simplifier le propos, je vais me focaliser sur vraiment ce qui se passe au niveau de l'individu. Et dans mes travaux, en fait, moi, ce que j'étudie, c'est comment l'individu va réguler, va faire face à ça, comment est-ce qu'il va être affecté par ces situations-là. C'est le point que l'on prend dans notre analyse. Alors, en fait, on a plusieurs formes d'exclusion sociale qui, dans la littérature, commencent à être distinguées, mais je ne vais pas vraiment trop les distinguer aujourd'hui, mais je vous le dis. En fait, c'est souvent étudié de manière un petit peu similaire. On a l'ostracisme, et on va parler pas mal d'ostracisme aujourd'hui, et l'ostracisme, c'est le fait d'être ignoré. Donc, par exemple, il y a un phénomène un peu récent qui existe beaucoup chez les ados et sur les réseaux sociaux, c'est le fait d'être ghosté. Donc le fait d'être ignoré, les gens ne vous parlent pas, vous êtes par exemple un adolescent au collège et les gens ne vous incluent pas, ne vous parlent pas. Il n'y a pas d'acte d'agression, il n'y a pas d'acte de violence, mais ça va être assez violent en fait d'un point de vue psychologique. Et puis on a un autre phénomène où cette fois-ci on est aussi dans l'exclusion, mais c'est le rejet. Et là il va y avoir une déclaration explicite de « tu n'es pas voulu ». Ici, on va pouvoir retrouver cette forme-là de manière un peu plus visible et ça sera plus difficile de l'identifier quand on est un adulte dans la situation. Parce que je vais en reparler plus tard un petit peu de la difficulté d'identifier ça. Alors l'exclusion sociale, en fait, c'est un phénomène, on a tous été un peu exposés, je vais vous donner un peu quelques chiffres après. On va distinguer l'exclusion sociale chronique qui se répète en fait, que ça soit à l'adolescence ou dans le monde du travail ou après des formes qui vont devenir assez chroniques d'un point de vue sociétal. Et des épisodes auxquels on a tous pu être exposés à un moment donné dans notre vie, on va être mis de côté par nos amis, par des gens qui sont proches, etc. Et donc c'est un phénomène qui, on y a tous été exposés, qui est assez général, et donc de le comprendre et l'épisode dans un premier temps, et aussi sa chronicité, ça va être important, et la chronicité ne va pas forcément avoir les mêmes effets qu'un seul épisode, parce que évidemment, avec la chronicité, vont arriver des choses assez difficiles à réguler, on va avoir des comportements d'abandon en fait, si on regarde dans la littérature, en fait, on va avoir de la mise à l'écart, du repli sur soi, de la dépression et des choses encore plus difficiles quand ça se répète de manière assez chronique. Ça va pas être très positif ce que je vais raconter aujourd'hui. Donc, comme je le disais, il faut distinguer, donc là, c'est ce que je récapitule ce que je viens de dire, et il faut le distinguer du terme exclusion sociale dans la société. Quand on parle d'exclusion sociale dans les médias, ou peut-être même vous avez entendu le titre exclusion sociale, vous vous êtes dit, elle va peut-être parler en fait de gens qui sont à la rue en situation précaire et sans logement. Elle va peut-être parler de gens qui sont exclus de la société, qui sont en prison. C'est aussi la question de la différence liée à la stigmatisation. En fait, ce sont beaucoup de conséquences de l'exclusion sociale. Et on peut aussi parler parfois de femmes fragiles, battues, violentes, qui sont aussi exclues. Donc quand on parle d'un point de vue sociétal, on pense à tous ces phénomènes. Et c'est vrai, dans ces phénomènes, en réalité, il y a l'exclusion sociale. Mais comme je vous l'ai dit, et comme je vous l'ai défini tout à l'heure, l'exclusion sociale, elle peut aussi vous arriver à vous. Et de comprendre l'exclusion, enfin, si on veut comprendre ces phénomènes-là,
comprendre ces phénomènes-là, pardon, hop, si je fais des allers-retours, on ne va pas s'en sortir. Comprendre ces phénomènes-là, en fait, c'est évidemment comprendre l'exclusion sociale, mais pas que. Parce que quand on est en train d'examiner les questions de situation précaire, on a aussi la vulnérabilité économique. On va aussi avoir des questions de stigmatisation. On va aussi avoir des problèmes de préjugés, de discrimination, etc. Et donc, comprendre ce qui se passe, en fait, dans la société, c'est pas comprendre que l'exclusion sociale. C'est comprendre l'exclusion sociale avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de problèmes. Et donc, d'un point de vue de la psychologie scientifique, ce qu'on va faire, c'est on va étudier tous ces phénomènes séparément et après ça ne nous empêche pas d'avoir ces connaissances et de les intégrer pour pouvoir faire des études plus spécifiques d'un phénomène sociétal ou d'une situation comme en gros une grosse étude de cas et comprendre le phénomène qui va intégrer plein de mécanismes, plein de processus. Vous me dites, vous me dites, non, on n'a pas mon fille, mais est-ce que ça va, est-ce que vous êtes avec moi ? Et donc, effectivement, du coup, l'exclusion sociale, elle peut être causée par plein de choses. Et comme on vient de le voir, en fait, la discrimination, la préjugé, la différence, c'est une des causes de l'exclusion sociale. Donc, les enfants à l'école, quand ils sont différents, quand ils ont une pathologie, quand ils viennent pas du même groupe que moi, quand ils parlent pas pareil, ça va être une des raisons, en fait, pour lesquelles les enfants vont être exclus, ou les adultes aussi. La pauvreté, la précarité, évidemment, va être une source d'exclusion sociale, mais on va avoir aussi d'autres dynamiques. Des dynamiques de groupe. On va punir quelqu'un qui a fait un comportement peut être puni et va être exclu du groupe. Ça peut être aussi juste parce qu'on l'aime pas, parce que du coup un jour il a dit ça et donc on va le considérer comme n'ayant pas les mêmes valeurs ou etc. Et donc on va l'exclure et donc il peut y avoir plein de raisons qui font qu'on va être exclu à un moment donné. Alors je vous avais dit que je vous donnerais quelques chiffres. Oui, l'exclusion, je vous l'ai déjà dit, c'est un phénomène omniprésent. Alors si on regarde sur les adultes, dans une enquête qui a été faite par O'Reilly en 2015, on voit que 70% d'un échantillon de citoyens américains reportent de l'exclusion au travail dans les 6 mois qui précèdent. Donc là on voit, vous voyez, quelque chose d'assez important en prévalence. Je reparlerai du harcèlement tout à la fin parce que l'exclusion sociale, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi une des composantes du harcèlement, mais ce n'est pas du harcèlement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut être ignoré. Vous voyez, le harcèlement, ça va être quelque chose de répété avec de la violence et de l'agression envers l'individu. Et donc dans le harcèlement, il y a de l'exclusion sociale, mais l'exclusion sociale peut avoir lieu sans qu'il y ait du harcèlement. Et j'en reparlerai parce que dans la littérature, en fait, on voit que les deux ont des conséquences, mais des conséquences différentes en fait sur les individus. Donc on a du harcèlement dans le monde du travail, mais on voit que l'exclusion sociale est en fait assez fréquente. Et quand on regarde au niveau des plus jeunes, donc là sur un échantillon de collégiens français, 38,5% se sont déjà sentis mis à l'écart par leur père. 43%, donc dans l'étude de Hubert en 2017, 43% se sont sentis isolés au moins une fois. 14% souvent, donc l'isolation, c'est pas le fait de se sentir isolé, l'isolation, c'est pas forcément de l'exclusion sociale, mais c'est associé évidemment parce que quand on est exclu, on se sent seul. Encore d'autres données d'une enquête de la BBC. Ici, quand on regarde en fait, donc une enquête internationale sur l'expérience de solitude, pas l'exclusion sociale, mais l'expérience de solitude. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, en fait, on pourrait imaginer que les personnes qui reportent le plus de solitude dans la société seraient les personnes âgées parce qu'elles vont être déconnectées, elles travaillent pas, elles peuvent avoir du mal à créer du lien. En fait, cette expérience est plus élevée chez les 16-24 ans. D'où l'intérêt d'aller s'intéresser aux adolescents et aux plus jeunes pour comprendre l'exclusion sociale, et aussi parce que c'est une période charnière en fait en termes de développement social. Les pères prennent une forte importance chez les jeunes, ces relations vont être très importantes, il va y avoir plein de normes et plein de choses qui changent, et donc vu l'importance et la prévalence de l'exclusion sociale dans le milieu scolaire, c'est quelque chose d'important de comprendre. Alors, toujours dans les choses très positives, en fait, on va voir, je vais vous montrer maintenant, je vais rentrer un peu dans des études je vais illustrer quelques effets de l'exclusion sociale. C'est un petit peu le propos que j'ai décidé d'élaborer aujourd'hui. Et en fait, cette exclusion sociale, elle va entraîner des conséquences qui vont avoir malheureusement comme conséquence de créer un cercle vicieux. Donc je vais vous montrer plusieurs réponses négatives que les individus vont avoir. Quand les gens sont exclus, on va voir qu'on va observer du retrait social, des comportements antisociaux et des choses qui vont renforcer cette exclusion sociale. Donc c'est important de comprendre un petit peu la manière dont les individus sont affectés par ça. Et l'idée un peu de nos travaux, c'est de comprendre ça et de voir si on ne peut pas essayer de briser ce cercle. J'en vais commencer par plein de choses négatives et je finirai par une note positive, c'est plus sympa comme ça. Alors, que nous dit la littérature? Donc l'exclusion sociale, elle est délétère
elle a plein de conséquences négatives, donc elle a des conséquences négatives sur le plan affectif. Donc en fait, on a plusieurs travaux qui vont nous associer l'exclusion sociale avec des symptômes dépressifs, que ce soit chez l'adulte, mais aussi chez les adolescents. Alors je suis désolée, je parle trop près, j'ai l'impression. Alors, est-ce que ça avance? Donc là, je vous présente une étude. Les références sont en bas. Donc de Nolan et collaborateurs 2003. Oui, je suis désolée, c'est moi qui... faut peut-être que... De Nolan et collaborateurs 2003. On a donc 240 adolescents aux États-Unis qui ont été suivis pendant 3 ans. Donc ils avaient entre 11 et 14 ans. Et donc on va mesurer ici différentes choses. Donc le rejet en fait de ces adolescents, on va le mesurer de différentes manières. On va leur demander eux de reporter en fait le rejet qu'ils perçoivent, qu'ils vivent, mais on va aussi demander aux parents, aux mères en fait de ces adolescents et à leurs enseignants de pouvoir évaluer dans quelle mesure ces adolescents sont exclus. Ça va nous permettre d'avoir un indicateur du degré de rejet de ces adolescents. On va aussi mesurer la dépression, et cette dépression, on va utiliser plusieurs échelles qui sont utilisées pour mesurer la dépression, des symptômes dépressifs du type des comportements dépressifs, alors je ne les ai plus en tête, du type un peu apathie, problème d'inaction, etc. On va demander aux adolescents de reporter ça, donc on va mesurer avec 2 échelles au niveau des adolescents, mais aussi aux mères d'évaluer en fait dans quelle mesure leurs adolescents en fait ont ces comportements. Et donc ici, on va regarder les relations qu'il y a entre le rejet que les adolescents, qu'on a mesuré au niveau des adolescents, et la dépression qu'on a aussi pu mesurer avec ces échelles-là. Alors, je vous présente plein de chiffres, ne paniquez pas, chaque fois je vais vous aiguiller, l'important c'est de comprendre juste dans l'idée un petit peu ici. Donc je vous ai dit qu'ils avaient été suivis pendant 3 ans et donc on a à chaque fois le rejet qui a été mesuré et la dépression qui a été mesurée pour chacune des années. Et ce qui va nous intéresser, ici on parle d'une étude longitudinale, c'est de savoir dans quelle mesure le rejet qu'il y a eu en année 1 va prédire la dépression qu'il y a eu en année 2 en contrôlant pour du coup le niveau initial de la dépression de l'enfant au départ. D'accord ? Et donc là, ça va pouvoir nous dire, en fait, même si l'enfant avait un score de dépression au départ, ça a augmenté le rejet a eu un impact de augmenter ou diminuer les symptômes dépressifs. Et ce qu'on voit ici, alors, quand on regarde en fait ce qui nous intéresse ici, justement, c'est le lien entre le rejet et les symptômes dépressifs l'année suivante. Et on voit qu'il y a une relation positive. En fait, le rejet, le fait que l'adolescent soit rejeté, va prédire les symptômes dépressifs de l'année suivante. Donc on a ce pattern que vous voyez 2 fois d'affilée. Et les symptômes dépressifs, eux, par contre, ne prédisent pas de manière significative le rejet. Bonjour. Donc voilà, donc ce qu'on observe ici, donc l'exclusion sociale prédit la dépression et donc on a d'autres études comme je vous l'ai dit sur les adultes, sur les adolescents qui vont en fait montrer ce pattern et qui vont montrer que finalement l'exclusion sociale serait un facteur de risque pour ces questions-là. Alors de la dépression, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, l'exclusion sociale, beaucoup d'études montrent soit de manière longitudinale, soit de manière expérimentale, on va mettre les individus dans des situations d'exclusion, ça crée des effets négatifs, de l'anxiété. Ça menace les besoins fondamentaux, donc en fait l'individu a des besoins fondamentaux, comme le fait d'appartenir à un groupe, ça c'est un besoin fondamental, on en a d'autres, comme le fait d'avoir du contrôle sur la situation, l'estime de soi, l'importance d'avoir un sens significatif dans sa vie. L'exclusion sociale, ça va menacer tout ça. Bien sûr, ça m'enlève le sens d'appartenir à un groupe parce que je suis exclue. Le sens de contrôle, on le comprend aussi. Les gens ne me répondent pas. C'est comme si je n'existais pas. Donc, ça va être très menaçant pour l'individu. Et on a des études, alors sur les adolescents, pas à ma connaissance, mais peut-être qu'elles existent, sur plusieurs études qui montrent qu'en fait, l'exclusion sociale vont activer des pensées suicidaires. Donc, bon, quelque chose d'assez délétère sur le plan affectif, comme vous pouvez le voir. Alors, on a aussi des conséquences négatives sur le plan scolaire quand on regarde les enfants. Bon, évidemment, si ça affecte d'un point de vue affectif les individus, évidemment, d'un point de vue scolaire, ça ne va pas être forcément très bénéfique. Donc, on a des études qui s'intéressent à la question de la participation et l'engagement en classe. Alors, je vous présente une étude qui va également être une étude qui va suivre un plan longitudinal. On va faire des mesures sur les enfants à plusieurs temps. Pourquoi je n'arrive plus à avancer ? Ouais, parfois, il ne veut pas... Ah, elle est où la souris ?
Voilà. Donc ici, on est sur 380 enfants états-uniens. Alors, on va mesurer, donc on les suit de la maternelle à l'adolescence ici, donc sur une période beaucoup plus longue. On va mesurer le comportement d'agression et de retrait que les enfants ont à la maternelle par les enseignants. Donc les enseignants, on leur donne des grilles d'observation des comportements des enfants, puis il y en a qui vont avoir des comportements agressifs dans la cour ou dans la classe, d'autres qui ont plus tendance à s'isoler. On va mesurer le degré d'acceptation-rejet par les pairs à la maternelle. Alors ça, c'est des mesures qu'on utilise beaucoup dans la littérature. On demande à chacun des enfants de dire avec qui ils aiment bien jouer dans la classe. Et donc, à la fin, on arrive à savoir qui est-ce qui est accepté, parce que du coup, tout le monde aime jouer avec, et qui est-ce qui est rejeté, parce qu'en fait, quand on dit avec qui tu n'aimes pas jouer, il est souvent listé. Donc, ou alors, il y a d'autres mesures où du coup, il n'est jamais listé, donc c'est de l'exclusion. Et donc, ça nous permet d'avoir une mesure qui est objective, qui n'est pas du ressenti, mais c'est, en fait, les pères n'aiment pas jouer avec cet enfant ou aiment jouer avec cet enfant. On va aussi mesurer l'exclusion par les pairs, mesurée par les enseignants. Dans quelle mesure, en fait, cet enfant est exclu par les pairs. Donc, ça nous permet d'avoir une autre mesure que par les pairs. Et alors, ici, ce que les auteurs ont fait, c'est qu'ils vont regarder ce qu'ils vont appeler l'exclusion chronique, c'est-à-dire que 5 années d'affilée, on va avoir des scores très élevés d'exclusion. Donc, ça veut dire que cet enfant, en fait, chaque année, de manière systématique, ses pairs l'aiment pas trop, quoi. Et on a aussi dans les analyses, en fait je vous présente ce qui a été retenu dans l'analyse, ils ont gardé aussi l'analyse, la mesure de l'année 5 des enseignants. Et puis on demande aussi aux enfants, donc là je commence à vous parler de vécu de harcèlement, le ressenti, donc l'enfant, dans quelle mesure tu as l'impression d'être harcelé, d'avoir donc abus, en anglais c'était abus par les pairs, d'être victime de harcèlement dans ta classe et dans ton école par les autres enfants. Et donc, on va regarder ça chaque année, on demande. Et pareil, quand on va regarder le nombre d'années avec un score très extrême, et ça va nous donner l'information que cet enfant est harcelé de manière chronique. Ça n'est pas juste une année où il a eu ce vécu-là, mais de manière chronique, il a eu cette impression-là. Et on va demander aux enseignants de nous, chaque année, de nous reporter des indicateurs scolaires en termes de participation dans la classe, évitement un peu des cours, il n'est pas vraiment là, et la réussite, dans quelle mesure il y a une bonne réussite académique, de bonnes notes, ça se passe bien en classe. Voilà, alors les résultats, à nouveau, on se retrouve ici avec différentes vagues. Vous voyez, kindergarten, en fait, c'est la maternelle. Et après, vous avez ce qui se passe 4 ans après, l'année numéro 5. Et donc, ce que vous pouvez voir, en fait, est-ce que je peux vous pointer? Ah oui, vous voyez ma souris, c'est super. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est que les comportements d'agression des enfants vont prédire, évidemment, le fait que les enfants aient notre mesure chronique de harcèlement, peer abuse c'est harcèlement, et l'exclusion chronique aussi des enfants. Dans quelle mesure ces enfants ont été chroniquement exclus sur les 5 ans. Le fait d'avoir été acceptés ou rejetés quand ils étaient petits va aussi prédire évidemment ces choses-là. De manière intéressante, vous pouvez voir que le retrait de l'enfant, les enfants qui sont identifiés comme à la maternelle étant fortement mis en retrait, ne prédit que l'exclusion plus tard, ne va pas prédire ce ressenti de harcèlement. Et là, ce qu'il faut voir, je vous ai mis des petits ronds, c'est qu'en réalité, donc je vous avais dit, le harcèlement et l'exclusion sont deux choses qui sont assez impactantes de manière négative sur les enfants, mais pas de la même manière. Quand on regarde sur la participation en classe, on voit que le fait d'avoir été victime de manière chronique ou d'avoir un ressenti chronique de harcèlement va prédire plutôt des comportements d'évitement de l'école, alors que le fait d'être victime de manière chronique de l'exclusion sociale va plutôt prédire de manière chronique une diminution de la participation en classe, et il n'y a que ça qui va prédire la réussite scolaire. Et on voit aussi d'ailleurs que l'exclusion, enfin le degré d'exclusion rejet des enfants à la maternelle prédit la réussite scolaire. Et donc ici, le ressenti qu'ils ont dans le modèle, en tout cas dans les analyses qui sont faites, le ressenti qu'ils ont de harcèlement vient juste prédire le retrait scolaire, mais c'est pas par là que ça passerait majoritairement, le chemin serait moins fort, ça prédirait moins directement la réussite scolaire. Donc déjà, on voit qu'en termes de mécanisme, ces deux choses-là, en fait, s'alimentent, elles corrèlent ensemble, mais elles n'ont pas tout à fait les mêmes effets.
Je reparlerai tout à l'heure un petit peu d'effets négatifs, de conséquences négatives sur le plan scolaire. Mais alors, pourquoi ça a des conséquences négatives? En fait, on a plein d'autres travaux qui vont nous montrer qu'en fait, l'exclusion sociale va entraîner des perturbations cognitives, donc que ce soit sur les adultes, mais aussi sur les enfants, des problèmes d'attention, des problèmes de concentration, ça va impacter négativement la mémoire de travail verbale. Et on a beaucoup de travaux aussi sur la mémoire sélective. On va d'abord, en fait, les enfants, mais comme les adultes, vont se centrer davantage sur les informations sociales. Et je vais en reparler, j'en redirai un mot après. Quand j'ai été exclue, ce que moi je vais chercher, c'est la réinclusion. Et donc ce qui va compter pour moi, c'est ce qui va se passer dans mon environnement en termes de rejet futur ou d'acceptation future. Et donc on a des études qui montrent, que ce soit sur les adultes ou les enfants, un poids important au niveau attentionnel et au niveau de la mémoire des informations liées à la réinclusion ou le rejet futur. Donc il est possible qu'il y ait une réallocation de l'attention qui fasse qu'on soit moins engagé sur des contenus scolaires. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des effets qui allaient dans un cercle vicieux, donc on a pas mal de travaux qui montrent des comportements antisociaux. J'en reparlerai un peu tout à l'heure sur les adultes, on a pas mal de comportements positifs aussi qui sont montrés, mais sur les adolescents, pas tant que ça. Sur les enfants, en fait, ce qu'on va retrouver majoritairement, c'est plutôt des comportements négatifs, des comportements antisociaux. Alors je vous présente une étude qui a été faite sur 660 enfants au Chili. C'est une étude longitudinale en 3 vagues qui a été faite sur 1 an, les enfants entre 11 et 12 ans. Alors, les comportements prosociaux ici ont été mesurés par les pairs, donc on demande aux camarades de la classe dans quelle mesure cet enfant il est prosocial, il est aidant avec les pairs. On mesure aussi l'acceptation et le rejet par les pairs, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans quelle mesure les pairs aiment jouer avec cet enfant. Et voilà, et en fait, je me suis arrêtée sur ça. Et donc, en fait, les résultats ici nous montrent, donc l'acceptation, il n'y avait pas de relation. Le fait d'être accepté par les pairs ne prédisait pas les comportements prosociaux. En revanche, je ne vous l'ai pas mis, mais j'aurais pu le mettre, mais en revanche, ce qu'on sait, c'est que le fait d'émettre des comportements prosociaux fait que les gens nous acceptent plus après. C'est ce qu'on va voir. Si je suis sympa, les gens vont m'accepter davantage. Par contre, le fait d'avoir été accepté par les autres ne fait pas que je suis plus sympa. D'accord? Donc on aime les gens plus sympas, mais du coup, si vous êtes accepté, vous n'avez pas de raison d'être plus sympa. Du coup. Par contre, ce qu'on voit ici, alors on voit ici, de manière... Ce qui nous intéresse, c'est le lien, comme tout à l'heure, à chaque fois sur ces études longitudinales, entre le rejet, le fait d'être rejeté par les pairs, et les comportements prosociaux. Et donc, on voit que sur l'année 1, alors là, c'est assez particulier dans cette étude, parce que pour le coup, on a des liens un peu incohérents à travers les 2 vagues. Au début de l'année, ce qu'on voit, c'est que le fait d'être rejeté diminue les comportements prosociaux. Alors, on va avoir pas mal d'études qui vont aussi montrer que on va, par exemple, avoir pas mal de comportements aussi antisociaux et plus de comportements agressifs dans la littérature. Pas mal de travaux, en fait, qui montrent que finalement, les enfants sont soit plus agressifs, soit moins prosociaux. Ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est qu'il semblerait être possible d'avoir des comportements prosociaux, malgré tout ce que la littérature nous dit, parce que, alors, à prendre avec des pincettes, la deuxième vague, le rejet prédit positivement les comportements prosociaux. Donc, il est possible ici qu'à un moment donné, on puisse avoir des moyens de se réintégrer. En fait, ce que disent les auteurs, c'est que, vous voyez, quand on regarde, je l'ai dit le début de l'année tout à l'heure, mais en fait, on est en mai et ensuite on est en novembre. Novembre, une nouvelle année commence, les nouvelles classes sont faites et du coup, il est possible qu'on ait des possibilités de se réinclure avec de nouveaux camarades. Et donc, ça serait une piste théorique qui existe pas mal dans la littérature, qui a été beaucoup étudiée sur les adultes, mais en fait, pas vraiment chez les adolescents. Chez les adolescents, en fait, on a beaucoup de constats négatifs et on n'a pas trop appliqué ce qu'on connaissait des adultes. Donc il est possible que quand j'ai des possibilités de pouvoir être réinclus, ça a un impact positif sur moi et là je vais être prosocial. Alors je vous ai beaucoup parlé des adolescents, quelques résultats à l'école primaire qu'on a eu avec ma doctorante Céline Robert, donc là juste des corrélations, ça ne va pas être des plans aussi élaborés. On a demandé aux enseignants de mesurer de nous reporter dans quelle mesure les enfants étaient exclus et aussi leurs comportements prosociaux et leurs comportements d'agression et de retrait. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que donc ça attendez, parce que du coup c'est pas sur ça que je voulais me focaliser. Mais ça c'est la relation entre l'appartenance mesurée par les pairs et l'exclusion mesurée par les enseignants. Donc plus l'enseignant reporte que l'enfant est exclu, plus effectivement, en fait, moins les pairs l'acceptent, donc plus effectivement les pairs l'excluent,
Donc ça, on trouvait ce résultat pour nous intéressant. Et donc ce qui est intéressant pour mon propos ici, c'est que l'exclusion, en fait, quand l'enseignant voit que l'enfant est exclu, il observe aussi que cet enfant est plus agressif et est moins prosocial. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, pas que au collège, en fait, on retrouve aussi une relation entre le fait que l'enfant soit exclu et qu'il ait des comportements un peu moins prosociaux. Et vous voyez ici, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, que ça prédit aussi négativement le niveau scolaire de l'enfant. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans nos données. Alors dans la littérature, en fait, les comportements prosociaux, donc il y a plein d'études expérimentales. Là, je vous ai montré plutôt des données corrélationnelles où on a suivi des enfants sur un plan longitudinal. Il y a aussi des études expérimentales sur les enfants, sur les adultes. Et on a des études corrélationnelles qui se sont intéressées aux États-Unis. Il y a beaucoup de recherches sur l'exclusion sociale, à la question des fusillades qui ont pu avoir dans les écoles américaines. Et on a plusieurs articles en fait, qui ont reporté des liens corrélationnels entre en fait, les auteurs de ces fusillades. Ils ont regardé un petit peu ce qui avait pu se passer dans leur vie. Et à chaque fois, en fait, ils ont observé à chaque fois non, mais par exemple dans l'article de Léry en 2003, sur 15 fusillades qu'il a étudiées, dans 13, il avait identifié des situations d'ostracisme ou de rejet en fait par les pairs. Donc là, je vous ai mis l'article. Et vous avez aussi plus récent, donc parce que Léry c'était 2003, une revue systématique qui a été faite par Sommer et collaborateurs où ils arrivent aussi aux mêmes conclusions quand on examine en fait des fusillades dans les écoles. On retrouve encore cette idée soit de harcèlement, de rejet romantique ou de conflit. Et donc l'exclusion aurait sa part en fait dans le vécu des adolescents qui en arrivent à ces actes extrêmes. Une des explications qu'on peut retrouver dans la littérature, qui sont des explications interprétations post-hoc, elles ne sont pas testées, c'est que, comme je vous l'ai dit, l'exclusion sociale et surtout l'ostracisme, elle menace le besoin... En fait, l'ostracisme, c'est comme si on n'existait pas. Et parfois, en fait, on va retrouver comme explication l'idée que finalement, ils avaient envie d'être vus. Ils ne savaient plus quoi faire. Enfin, il peut y avoir la provocation pour un peu essayer d'être vus par les autres. J'allais le redire après, cela dit. Mais pour compléter ce tableau de conséquences négatives, on va aussi observer des comportements à risque. Alors des comportements à risque considérés comme à risque sur la santé en fait, des individus. Donc ici, je vous reporte, si j'arrive à avancer, voilà, des études. Donc il y a eu des études qui sont faites sur la question de la consommation d'alcool ou de substances. En fait, ça avance tout seul maintenant. Pardon. J'ai trop appuyé sur la flèche et il réagit en décalage. Ok. Consommation d'alcool chez les adolescents. Donc à nouveau ici un projet longitudinal sur 387 enfants de 12 à 18 ans. Ici à nouveau, donc ils ont mesuré le harcèlement, l'exclusion, en mesurant le ressenti des enfants et aussi la mesure par les pairs, en fait dans quelle mesure les pairs reportent ne pas aimer cet enfant et le harceler. Ils ont mesuré les symptômes internalisés, externalisés. Alors, je ne suis pas clinicienne, je ne serai pas une experte, mais c'est des symptômes qui sont liés notamment au niveau de l'internalisation en lien avec la dépression. C'est des symptômes qui vont être à risque pour des développements de dépression ou de pathologie dans la suite. Ils mesurent la consommation d'alcool passée. À chacune des vagues, en fait, on leur demande dans quelle mesure ils ont consommé de l'alcool dans l'année précédente et aussi leur motivation à boire pour faire face. Donc, ils sont intéressés, et ça, en fait, c'est peut-être une des limites de ces questions-là. Une des motivations particulières, c'est je subis de l'exclusion sociale, du coup, ça ne va pas, et donc je vais faire quoi ? Je vais boire parce que j'ai l'idée que boire, ça va venir résoudre les problèmes, et c'est quelque chose qui est beaucoup étudié comme mécanisme dans la littérature pour l'exclusion sociale, en fait, entraîne une augmentation de consommation d'alcool ou de substances, que ce soit chez les adultes ou les adolescents, c'est ce qu'on va voir. Et une des explications principales, c'est l'exclusion sociale, ça fait mal, ça fait souffrir, donc je vais boire pour éviter cette douleur-là. C'est pour ça qu'ils sont intéressés à ça. Alors là, peut-être... En fait, donc là, ils ont plein de vagues. À nouveau, on ne va pas s'intéresser à tout. Ça, c'était juste le modèle théorique qu'ils voulaient tester. Ils s'intéressent à la vague 3, la vague 7 et la vague 8. Ce qu'ils veulent prédire, c'est l'utilisation d'alcool des enfants à la vague 8. C'est ça qui les intéresse. Au milieu, on a les motivations pour boire de l'alcool pour pouvoir aller mieux et les symptômes internalisés, externalisés. Et au départ, ce qui nous intéresse, c'est chronic victimization, c'est le harcèlement. Chronic exclusion, c'est l'exclusion. Donc c'est ça qui nous intéresse comme lien.
Et je ne vais pas vous faire des petits ronds parce que les auteurs ne reportent pas ça. Ils me reportent plutôt une table avec des coefficients. Donc, encore une fois, plein de chiffres. Donc, on ne s'intéresse pas à tous ces chiffres-là. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe en bas, ici. Puisqu'ici, on va regarder l'effet vraiment unique du harcèlement et l'effet unique de l'exclusion. Donc, de manière spécifique, quand on arrive à contrôler l'un pour l'autre. Et donc, on voit que, donc en gras, ils nous ont mis en gras pour nous aider dans la lecture, ce qui ressortait de manière significative. On voit que les colonnes harcèlement ne prédisent pas de manière unique la prise de consommation d'alcool. En fait, c'est l'exclusion qui va prédire une augmentation de consommation d'alcool, que ce soit par les mesures par les enfants ou par les adolescents, ou par leur père. Voilà, donc on a vu plein de conséquences négatives et comme je le disais, donc l'exclusion sociale est donc un facteur à risque pour développer des pathologies, des comportements problématiques et donc créer ce cercle vicieux. Évidemment ou malheureusement, en fait, l'exclusion sociale va avoir un impact encore plus fort chez les profils les plus vulnérables. Et donc on va avoir par exemple des modérations, donc les enfants qui dans le passé ont déjà été victimes de harcèlement, eh bien en fait on va avoir des conséquences encore plus négatives. Donc ici une étude où on a mesuré l'expérience passée de harcèlement des enfants. On leur dit dans quelle mesure dans le passé tu as été exposé à du harcèlement et donc ils doivent mesurer, ils nous reportent une fréquence. J'ai donc différents types de fréquences. J'ai été souvent exposée dans le passé à des situations de harcèlement. Et là, alors l'étude que je vous présente ici, on n'a pas mesuré l'exclusion sociale. Les auteurs ont créé une situation d'exclusion sociale. Ils les ont mis dans un jeu qui représente une simulation de réseau social où on doit écrire son profil et puis tout le monde écrit son profil et ensuite on va décider d'interagir avec des gens sur leur profil avec l'avatar qu'ils ont choisi et le petit descriptif. Okay ? Je vous montre ce que ça donne visuellement quand ça avancera. Voilà. Donc ça ressemble à ça, là je vous ai coupé un peu vers le bas et donc il y a le participant qui est en haut, on peut voir les profils de tout le monde et le participant peut aller liker des profils et les autres vont aussi liker son profil ou pas. Et sur le côté, à la fin, on va voir combien de personnes ont aimé le profil. Et donc on va manipuler ça. En fait, il n'y a pas d'autres enfants, on leur fait croire qu'il y a d'autres enfants qui jouent, mais il n'y a pas d'autres enfants, donc tout ça c'est contrôlé par un ordinateur. Et on se retrouve avec l'enfant qui est soit le dernier, c'est celui qui a le moins de j'aime. Et du coup, il n'est pas populaire, il est un peu rejeté par les autres, ils l'ont pas trop aimé. Soit c'est lui qui fait partie de 2-3 les plus populaires, il a beaucoup de j'aime. Et donc, ça va nous permettre de comparer comment les enfants sont affectés par cette situation de j'ai été accepté par les autres ou en fait, j'ai pas vraiment été accepté. Donc, c'est pas complètement un rejet parce qu'on n'a pas ce pouce négatif qui existait d'ailleurs, je crois, à un moment sur Facebook qui avait été retiré parce que c'est pas justement un signal très positif. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Soit il reçoit que 2 likes sur 12, soit 9 sur 12, et donc il est dans le top 3. Et les autres profils, il peut faire une comparaison, parce que les autres profils, ils ont en moyenne entre 3 et 10 j'aime sur toute la page. Donc en fait, il fait une comparaison de je fais partie des mieux aimés ou des moins bien aimés. Et donc les auteurs ont mesuré des affects de ressenti et de rejet. Et là, donc, vous pouvez voir ici, donc, on a ce qu'on appelle une interaction. Donc vous voyez la barre grise, c'est ceux qui ont reçu le moins de likes. Et la barre pointillée, c'est ceux qui ont reçu beaucoup de likes. Et vous pouvez voir que ça soit sur le ressenti de rejet ou d'affect négatif. Quand on est dans la condition où on a été le moins bien aimé, et en fait, on se sent plus rejeté et on a plus d'affect négatif. Mais cet effet augmente. Il est plus fort pour les gens qui, dans le passé, ont été exposés à des situations de harcèlement. Donc en fait, nos expériences passées nous donnent un profil de vulnérabilité qui fait qu'on va être encore plus affecté par cette situation négative. Les enfants marginalisés aussi, donc là une étude qui a été faite où là c'était sur des enfants hollandais qui ont entre 10 et 13 ans, ils ont mesuré le sentiment de marginalisation par l'enfant. Donc dans quelle mesure il se sent impuissant dans les situations, insignifiant, comme s'il n'existait pas, s'il était mis à l'écart par les autres, il se sent isolé. Donc on est dans une situation d'exclusion sociale chronique, de marginalisation. Là, on va mesurer le rejet par les pairs et l'agression de l'enfant reportée par les pairs. Dans quelle mesure cet enfant est agressif. Et 2 semaines plus tard, alors oui, parce que ce qui va intéresser ici, c'est de voir l'effet de la marginalisation
indépendamment du rejet par les pairs. Le rejet, on le prend là juste pour contrôle. 2 semaines plus tard, en fait, on va faire un petit peu la même chose que la situation des likes que je vous ai montré. On leur dit, voilà, tu vas devoir créer un profil pour le jeu Le Survivant. Et là, il va avoir soit des feedbacks positifs, donc il a 4 feedbacks sur son profil. Donc il y a 5 enfants qui sont censés jouer, chacun fait le feedback, et puis non, ils ne font pas d'autres feedbacks. Les autres, c'est des juges, et les juges doivent décider, en fait, doivent faire une évaluation de cette personne-là. Donc soit il reçoit 3 feedbacks positifs et 1 neutre, soit dans l'autre condition, 3 feedbacks négatifs et 1 neutre. Et les enfants sont d'autres écoles différentes. En fait, ils pensent qu'ils jouent à un jeu en réseau avec des enfants qui sont dans d'autres écoles. Et là, alors là je suis désolée, je ne peux pas vous dire bien plus que ce que l'article nous reporte. Dans la situation, l'enfant a le choix de pouvoir retirer de l'argent au juge. Et ça, je n'ai pas bien compris pourquoi, donc je suis désolée si ce n'est pas clair, parce que l'article n'est pas très clair. Mais il peut aussi évaluer les juges. Les juges, du coup, ont donné des feedbacks positifs et négatifs. Et lui peut mettre un commentaire, en fait, sur ce site à travers les écoles que tout le monde va voir. Et donc ces commentaires peuvent être plus ou moins positifs ou négatifs et vont être évalués par des chercheurs indépendants dans quelle mesure ils sont positifs et peuvent blesser finalement la réputation de ces juges, puisque tout le monde peut les voir. Donc ils ont fait un score composite, de ce qu'ils vont appeler comportement agressif, retirer de l'argent et blesser la réputation de l'enfant. Et là, à nouveau, on voit, alors aliénation, c'est marginalisation. Eh bien, à nouveau, on voit que ceux qui ont reçu un feedback de rejet ont plus de comportements agressifs que ceux qui ont reçu un feedback positif, mais que cet effet augmente à nouveau pour les enfants qui reportent avoir été marginalisés dans le passé. Le statut socio-économique faible, qui est une cause de l'exclusion sociale, est aussi en fait un facteur qui va aggraver la situation. Donc ça, très rapidement, à nouveau des données de Céline. Ici, on voit que l'indice de position sociale, qui est l'indice qui est utilisé en France pour pouvoir en fait classer les familles ou les écoles en termes de statut socio-économique. L'indice de position sociale prédit le niveau scolaire, ça on le sait, il y a des inégalités sociales, le niveau des enfants dépend en fait de leur statut socio-économique. Okay. Et bien en fait, ce qu'on a observé, c'est qu'il prédit aussi l'appartenance par les pairs. En fait, les pairs reportent plus aimer en fait les enfants qui sont de statut socio-économique positif. Et cette appartenance objective, on l'avait vu tout à l'heure, en fait, prédit positivement le niveau scolaire. Donc là, on voit que le niveau de socio-statut économique aussi va être un des facteurs qui va créer, en fait, plus ou moins d'appartenance. Donc voilà, donc on vient de voir qu'en fait, on pouvait se retrouver dans un cercle, enfin, en fait, on va avoir des éléments assez négatifs qui vont créer un facteur de risque. Et ça, c'est plutôt vrai chez les enfants qui sont les plus vulnérables. Et on va se retrouver face à un cercle vicieux. Cercle vicieux, alors du coup, rapidement, attendez, parce que je voudrais passer un peu de temps, je suis désolée, sur la conclusion, donc je vous passe juste cette étude, mais je reviens sur ce qu'on avait vu. Ça tourne. Je reviens sur l'étude qu'on avait vue. Donc je vous ai sauté une étude, mais ce n'est pas très grave parce que j'ai mon propos ici. On avait vu ici que en fait, l'exclusion sociale prédisait les comportements de participation en classe. On a vu que l'exclusion sociale entraînait plus de comportements agressifs et vous vous rappelez, on avait aussi vu en fait que l'agression prédisait l'exclusion sociale. Donc en fait, on voit bien qu'il y a des éléments de cercle vicieux qui sont là. Alors, donc ça c'est ce qu'on vient de voir. La question c'est, comme j'ai dit au départ, est-ce qu'il est possible de briser ces effets négatifs ? Alors oui, je vous l'ai déjà un peu dit, en fait on sait dans la littérature que suite à l'exclusion sociale, on peut avoir des comportements d'agression, mais on a aussi beaucoup d'études qui montrent que les individus essayent de se reconnecter, le besoin d'appartenance est mis à mal, et donc les individus vont porter leur attention sur tous les signaux positifs de reconnexion. On observe qu'il y a des comportements d'affiliation et des comportements prosociaux quand la situation afforde la possibilité de reconnecter. Quand la situation en fait signale un potentiel rejet, les individus soit se mettent à l'écart, s'isolent, se protègent, agressent. Mais quand il y a une possibilité de reconnecter dans un nouveau groupe, on va voir pas mal de comportements positifs, d'affiliation, comportements prosociaux. Donc ça, je viens de le dire. Alors tout à l'heure, j'ai dit, on voit plein de choses négatives, mais justement, la question c'est est-ce que c'est un défaut de régulation ou pas ? Dans la littérature, il y a débat, mais il y a quand même plusieurs pistes qui nous font montrer que justement, cette histoire de contrôle, c'est pas juste un défaut de régulation, ça serait plus une régulation pour être vu.
Et on a aussi des travaux qui peuvent suggérer que les comportements antisociaux pourraient être aussi parfois, alors ça dépend des groupes, ça dépend des normes de groupe, ça peut être aussi parfois des comportements prosociaux pour pouvoir être un bon exemplaire du groupe. Donc on a des travaux qui montrent que les individus qui ont une forte fusion entre leur identité et l'identité du groupe sont prêts à reporter des comportements plus extrêmes et vouloir mourir pour le groupe quand ils ont été exclus par ailleurs. Du coup, l'idée, c'est qu'ils ont perdu, par exemple, le sentiment d'appartenir à la société. Ils vont se reconnecter à un groupe qui peut avoir des valeurs extrêmes. Et dans ces cas-là, on peut se retrouver avec des comportements assez radicaux, qui peuvent être antisociaux. Donc l'agression ne serait pas un défaut de régulation. Ça peut être quelque chose qui peut servir la régulation. Et la consommation de substances, même si elle a été majoritairement étudiée comme je vais consommer pour pouvoir en fait aller mieux, en réalité, on sait aussi, quand on étudie la question de la consommation de substances chez les adolescents, que les adolescents sont très sensibles aux normes de groupe et qu'on est dans une phase d'expérimentation de comportements extrêmes et qu'on va chercher peut-être à consommer des substances pour être valorisés par les pairs. Et il y a des travaux sur les adultes qui montrent qu'effectivement, la consommation peut être quelque chose qui peut servir à un comportement d'affiliation quand tout le monde consomme. Alors adultes, ou on va dire jeunes adultes, plutôt des ados autour de 20-22 ans, où on va consommer davantage si le groupe consomme après l'exclusion sociale parce que ça peut permettre en fait de s'affilier. Donc c'est pas forcément je vais consommer juste pour aller mieux, ça peut être je vais consommer parce que c'est une norme et je vais peut-être être plus inclus. Et donc il y a peut-être un travail aussi à faire sur les normes sociales. Alors, la question, c'est de continuer à étudier ça, parce qu'entre ce qui se passe sur les adultes et ce qui se passe sur les adolescents, je vous l'ai dit, je ne suis pas une spécialiste du comportement d'un point de vue développemental, mais on sait qu'il y a une spécificité du développement des adolescents, des hypersensibilités émotionnelles, le développement est en cours, et il y a parfois certaines choses qui sont peut-être plus difficiles à contrôler, donc il nous faut plus de données pour voir si on arrive vraiment à mettre en miroir ce qu'on sait de l'adulte chez les adolescents. Donc c'est une question en fait qui est encore ouverte. Et donc, pour finir sur quelque chose de plus positif, donc on voit qu'il y a des possibilités et qu'on a un peu d'espoir sur ça. Et donc je voulais conclure sur la question des enjeux en termes de politique publique. Quand on parle d'ostracisme, en fait, ce qu'on va observer, c'est qu'il est plus insidieux que le harcèlement. Il est plus difficile à remarquer, à réguler, parce que c'est une non-action. Il est plus sévère souvent, même sur les adultes. En fait, quand on regarde, par exemple, les travaux de O'Reilly, il va être parfois... Alors, le harcèlement va être perçu par les gens quand ils le disent, ils pensent que le harcèlement est pire, mais quand on regarde les effets, en réalité, l'exclusion sociale a des effets plus négatifs. Donc dans la tête des gens, on pense que c'est pire. C'est comme si parfois, quand les chercheurs parlent un peu d'exclusion sociale, on se dit quand quelqu'un dans la rue demande de l'argent, est-ce qu'il vaut mieux ne pas répondre ou répondre et pas donner de l'argent? En fait, le fait de ne pas exister est quelque chose d'encore pire à un moment donné parce que vous enlevez le sens d'être visible et le sens de contrôle aux gens. Et donc, on a l'impression que le fait de recevoir quelque chose de rejet ou d'explicite, ça va être pire, mais ça, au moins, on est reconnu et on peut répondre et on peut réagir et quelqu'un peut le voir et peut réagir. Donc, il est difficile d'implémenter des interventions parce que souvent, c'est des non-comportements. Et en plus, ce qui est compliqué, c'est que si elle est détectée, elle peut être niée. Si l'adulte détecte, ben non, je ne l'ai pas exclu, c'est pas vrai, c'est juste qu'on n'a pas pensé. Il peut y avoir aussi un problème d'attribution des motivations, et ça, c'est tout un enjeu. L'adulte peut voir que l'enfant n'est pas inclus, mais est-ce que, en fait, qui n'a pas inclus qui ? Est-ce que l'enfant veut se mettre à l'écart? Est-ce qu'il est exclu? Qui a exclu qui et pourquoi? Et puis quand ils disent on ne veut pas jouer avec lui, est-ce qu'on doit forcer à jouer? Comment on comprend cette situation? Quand on est face à des enfants, même à la maternelle, est-ce que cet enfant est solitaire? Le problème des attributions. Ou est-ce qu'en fait il a été exclu? Est-ce qu'il a été exclu parce qu'il a fait un acte négatif et qu'en fait il faut le punir? Parce que du coup, il a fait mal en fait à une fille, et donc il y a une régulation du groupe, et du coup, il est exclu. Et dans ces cas-là, c'est aussi normal qu'il y ait eu un comportement pour remettre une norme en fait en place. Et donc, c'est très difficile de pouvoir parfois identifier ça, même quand on a identifié le problème de l'exclusion. Il y a aussi tout un problème quand on va regarder une situation d'exclusion. Pour savoir qui a exclu qui ou s'il y a exclusion, on va se baser beaucoup sur nos stéréotypes et on va mettre les choses, par exemple, les personnes qui se ressemblent, qui sont similaires, on va estimer qu'elles ont peut-être exclu la personne qui est différente et on va avoir cette grille d'analyse. Et quand il n'y a pas de différence en termes d'attributs physiques, de groupe ou de préférences que l'on connaît, on peut rater cette exclusion parce que c'est ça qui va beaucoup nous servir dans la grille d'analyse. Forcer la réinclusion, ça peut être contre-productif chez des enfants, donc ce n'est pas forcément non plus une solution. Donc c'est difficile de cibler les acteurs, c'est aussi pour ça que c'est important de travailler sur les cibles et savoir un petit peu comment elles vont réagir à ces situations-là, mais pas que.
Et donc si on doit finir sur les pistes d'intervention, donc il y a pas mal de plans sur le harcèlement, c'est devenu quelque chose qui est beaucoup discuté, mais souvent on ne parle pas d'exclusion quand on parle de ça. Donc il faudrait pouvoir inclure cette question dans les campagnes de sensibilisation pour pouvoir parler spécifiquement de la question de l'exclusion et de ce non-comportement, des effets qu'il peut avoir sur les individus, et également la question des stéréotypes et de cette question du diagnostic en fait dont je viens de parler. On a des stéréotypes pour nous aider à diagnostiquer une situation d'exclusion, parfois on peut se tromper, et donc de pouvoir inclure ça. Mesurer ce phénomène, c'est important parce qu'en fait, comme c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à voir, pouvoir faire passer par exemple des échelles de ressenti d'exclusion aux enfants quand on est dans des situations scolaires, ou des médecins qui se retrouvent face à des enfants en situation problématique, des mesures de climat scolaire aussi au niveau des adultes peut être important pour pouvoir arriver à identifier en fait le problème. Créer l'inclusion à tout instant, c'est aussi un mot clé à l'heure actuelle. Et l'inclusion, si on a des climats inclusifs et qu'on travaille sur l'inclusion, on va pouvoir se retrouver à limiter évidemment l'inclusion. Et en fait, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est le pouvoir d'une seule personne. Plein de travaux montrent qu'en fait, une seule personne peut suffire à briser l'uniformité. On a souvent des effets de masse, de conformité, où les gens sont dans l'inaction. Une seule personne brise l'uniformité et une seule personne qui vous reconnaît, qui vous voit et qui vous parle peut avoir un effet de briser cette exclusion tout simplement. Et ce qui peut être fait, sans forcer du coup à parler avec les exclus, ce qui peut être fait et qui marche, que les enseignants font parfois spontanément, désigner un ami pour les enfants, alors pas forcément exclus parce qu'ils ont fait une punition, mais parce que ceux qui ont du mal à s'inclure, désigner un peu un ami et dire on va les mettre par paire, et ça marche bien parce que ça permet en fait de pouvoir recréer du contact. Et donc juste pour finir sur cette histoire du pouvoir d'une personne, ça c'est un témoignage d'une personne qui était à la fac et qui était vraiment exclue en fait. Et tous les jours, une fille avait décidé d'être très sociable et de se faire plein d'amis, mais elle voyait que lui, il avait beaucoup de mal d'un point de vue social. Mais elle s'était dit, tous les jours, je lui dis bonjour. Et donc tous les jours, à la cafette, elle lui disait bonjour. Un jour, il a disparu. Et quand il est revenu, elle lui a écrit un petit mot en disant « ça va, où est-ce que tu étais? Je m'étais inquiétée ». Et il lui a écrit cette note en disant « en fait, j'avais l'impression de ne plus exister, ni pour moi, ni pour ma famille. J'ai voulu me suicider, mais j'ai repensé à toi. Je suis revenue et en fait, voilà, je voulais te dire que finalement, le fait que tu me dises bonjour tous les jours, je me suis dit quelqu'un m'a remarqué. Et en fait, voilà. Et donc, parfois, une seule personne qui nous remarque peut suffire en fait à limiter des effets catastrophiques. » Quelques ressources pertinentes dont je voulais vous parler, après j'arrête, promis. En fait, si vous êtes intéressé par la question de la psychologie ou de la psychologie sociale, donc la revue In Mind, c'est une revue de vulgarisation scientifique des travaux en psychologie sociale qui est gratuite et sur Internet. Vous avez 2 numéros spéciaux sur les inégalités sociales qui peuvent vous intéresser sur ces questions-là. On a un podcast de vulgarisation sur la psychologie scientifique en général qui est faite par une équipe belge qui s'appelle 1000 grammes de savoir. Et vous pouvez trouver dessus un entretien avec Odile Romer sur les situations de handicap qui sont proches du coup de ces questions-là. Et une capsule aussi de 10 minutes sur l'exclusion sociale qui va reprendre les travaux dans la littérature sur l'exclusion sociale, aussi sur les adultes dans le monde du travail. Et puis Canal+, cette année, je crois qu'il est disponible gratuitement sur YouTube en ce moment, a fait un documentaire avec Cyrielle Dergui, qui est une spécialiste de l'autisme et de l'inclusion, qui s'appelle 11 de légende, l'inclusion par le football. Et donc ça peut être aussi quelque chose qui peut vous intéresser à aller voir. Voilà, je vous remercie pour votre attention.